Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce workshop du mois de juillet. Un workshop d'une heure qui sera dédié à la diversité, à l'inclusion et à la lutte contre les discriminations en entreprise. Le but, c'est de vous donner les clés sur la façon dont vous pouvez engager vos entreprises. Et pour cela, on aura donc la chance d'avoir avec nous plusieurs entreprises de secteurs différents, engagées dans des démarches différentes aussi pour vous inspirer, pour vous positionner. On aura aussi des interventions de différents experts, des associations pour vous donner des tendances, des outils sur ces sujets. Comme d'habitude, voilà, je vois que tout le monde se salue dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions que je relayerai dans la mesure du temps que nous aurons à nos intervenants. Je vous mettrai aussi en flux des ressources dont parleront nos intervenants dans ce chat pour que vous puissiez les consulter en marge du workshop. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Joséphine Labroue, directrice générale adjointe de la communauté Les entreprises s'engagent, pour introduire les enjeux de cette thématique. Je pense qu'on est bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup Mao et merci d'animer ce workshop qui est le dernier workshop qu'on va organiser avant l'été. Et sur ce sujet qui nous tient à cœur à tous, je pense, diversité, inclusion, lutte contre les discriminations en entreprise et comment les entreprises peuvent s'engager en ce sens, encore plus parfois. On le sait, l'année a été un peu particulière sur le sujet avec de l'autre côté de l'Atlantique des remises en cause très nettes des politiques de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Pour autant, on est nombreux encore à penser qu'il est plus que jamais essentiel de réaffirmer ses engagements. Et à notre échelle, à votre échelle, nous avons la responsabilité de poursuivre et d'amplifier cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, la diversité et l'inclusion, ce ne sont plus des enjeux de communication ou ne relèvent plus de la bonne volonté, mais sont devenus des enjeux éthiques, juridiques et stratégiques pour les entreprises. Elle conditionne maintenant les entreprises à attirer des talents, à innover, à être en capacité de refléter la société dans laquelle elles évoluent et donc à réussir aussi et à tenir ce chemin de la performance. On l'avait mesuré dans le baromètre 2024 de l'engagement des entreprises qu'on avait sorti en novembre. 52% des dirigeants estiment que leur engagement contribue à leur compétitivité, 20% constatent une amélioration de leur performance, 57% voient un effet positif sur l'attractivité et un chiffre qui nous avait beaucoup intéressé, 46% des collaborateurs se disent aussi plus motivés quand l'entreprise porte des engagements sociétaux. Mais pour autant, voilà, les entreprises ne savent pas toujours comment faire entre l'intention et l'action. Il y a un chemin et nous, à la communauté des entreprises s'engagent, on est là pour accompagner toutes les entreprises, petites et grandes, à, à mener ce chemin. Et c'est l'objectif de ce workshop sur cette thématique, de pouvoir vous fournir des outils concrets, des bonnes pratiques, éprouver des leviers d'action, vous donner des idées pour structurer une démarche à partir d'un diagnostic de l'action et puis de la diffusion de cet engagement pour continuer à montrer que c'est possible. Et nous, très concrètement, ce qu'on a pu mettre en place, on a de nombreuses actions que vous pouvez retrouver sur la plateforme qui font écho à ces sujets, que ce soit sur le mentorat, l'immersion, les stages, le baromètre emploi-handicap, la sensibilisation, des échanges aussi, on tient toujours à le mentionner, et des actions qui ont lieu dans les clubs départementaux. Vous le savez, on a un club dans chaque département. N'hésitez pas à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. On a diffusé dans les clubs des actions de sensibilisation à la non-discrimination avec la cravate solidaire, une pièce de théâtre sur l'employeurabilité également qui a tourné partout en France. Et puis un temps fort quand même cette année avec la coédition du Festival Unique avec l'association Diversity Days que vous allez entendre tout à l'heure et qui a permis d'avoir avec 1200 événements partout en France, 30 000 participants au Parc Floral, de décider de célébrer à la fois avec de la joie, mais aussi des solutions très concrètes, les solutions que les entreprises peuvent proposer à toutes les personnes qui sont en recherche de solutions. Donc voilà, aujourd'hui, les attentes, elles évoluent, celles des collaborateurs, celles des clients, des partenaires, celles des managers. Donc ce workshop, ça va être l'occasion, on l'espère, pour vous de découvrir des témoignages inspirants, des bonnes pratiques qui vous donneront des idées concrètes. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour vous partager leur expérience. Et un dernier point très rapide, pour vous informer qu'on a publié le premier rapport d'impact de la communauté Les entreprises s'engagent mardi.
Vous le retrouvez sur la plateforme lesentreprise-s'engage.gouv.fr ou sur le compte LinkedIn si vous nous suivez. N'hésitez pas à aller le découvrir. Il y a beaucoup de chiffres qui démontrent, voilà, qui reviennent sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur la performance de l'entreprise et puis concrètement comment nous, à la communauté, cette approche de coalition, de collectif, de faire en sorte d'accompagner les entreprises et les mettre en lien avec l'ensemble des acteurs, bah, permet d'avancer plus rapidement sur l'ensemble des sujets sociaux, sociétaux et environnementaux pour les entreprises. Voilà, donc je vous souhaite un très bon workshop. Merci encore à Mao et à nos intervenants. Et je vous souhaite également un bel été avant de nous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup, Joséphine, pour cette introduction et pour continuer sur cette mise en perspective et cette contextualisation de la thématique. Je vais donner la parole à notre première intervenante, Maya Agege. Vous êtes déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité. Vous allez nous présenter le contexte, le contexte de vos travaux et quelques outils que vous mettez à disposition des entreprises. Exactement, et même beaucoup d'outils. Je représente l'Association française des managers de la diversité que je vais présenter très rapidement dans un instant, parce que la FMD, c'est une association de référence en France sur l'ensemble des enjeux de prévention de discrimination, management de la diversité et politique d'inclusion au travail. On rassemble aujourd'hui 195 organisations publiques, privées, grandes, petites, partout en France. On est une communauté d'entraide, donc ces organisations, un peu comme comme les entreprises s'engagent, euh, c'est un lieu où on partage des pratiques, on partage des connaissances, mais surtout, on est très connu pour faire le pont entre la recherche scientifique et la pratique en transformant des enseignements de recherche. Donc, nos membres ouvrent leur entreprise, leur organisation à des chercheurs, on apprend des choses et ensuite on les transforme. Et on les transforme en publications, en outils, en vidéos, en affiches. Tous ces outils sont en fait des leviers d'action et ils sont mis à disposition gratuitement pour tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas membre de la FMD, vous pouvez avoir récupéré un ouvrage sur l'expression religieuse, sur le racisme, sur la manière de communiquer sur la diversité, sur comment on fait de l'inclusion, etc., etc. Et pour vous donner juste deux exemples très rapides, nos dernières publications, par exemple, celle-ci, elle était sur la thématique de l'innovation inclusive, donc comment dans la conception de biens, de services, de produits, on pense à tout le monde, donc on fait avec et on fait pour. Ou un autre exemple, notre avant-dernière, non, dernière publication sur comment on évalue l'impact des politiques diversité, et comme vous le voyez, à chaque fois, on essaye aussi de rendre ça visuel. Ça, ce sont les outils et donc, tout ça est sur le site de la FMD et je ne prendrai pas plus de temps pour parler de la FMD. Je voulais faire une dernière information qui me semble importante. Parmi les actions menées par l'association, au-delà de produire de la connaissance et des outils gratuits, on anime deux dispositifs. Un premier dispositif qui s'appelle l'initiative Stop, qui a été créé par EY, L'Oréal France et Accor en 2018 et que la FMD coordonne depuis 2021. C'est une initiative qui permet de signer un acte d'engagement et je vous ai mis les 8 engagements ici que je ne vais pas citer parce que je n'ai que 4 minutes. Euh, il y a 300 signataires actuellement qui ont signé cet acte d'engagement, mais c'est aussi un collectif de travail sur le sexisme dit ordinaire et c'est un lieu où on mutualise les moyens et les idées pour produire des, euh, des programmes, des outils sur le sexisme dit ordinaire. Et la deuxième initiative, et parce que juste après moi, il y a plein d'intervenants qui vont vous parler d'initiatives auxquelles on a aussi contribué, mais celle-ci me semble intéressante parce que elle a lieu tous les ans. Cette année, donc la semaine de l'entreprise responsable et inclusive aura lieu en 2025, du 6 au 10 octobre. Les entreprises s'engagent, sont partenaires sur les territoires de cette initiative et donc vous allez probablement recevoir des informations sur les événements qui sont organisés par les entreprises s'engagent. Si vous avez des questions, de toutes les façons, il y a le site internet. Si vous avez besoin du PowerPoint, il pourra vous être transmis à la fin.
Tout ça, c'était en 4 minutes très rapides pour vous donner des outils et dire qui on est. En 4 autres minutes, je vais vous donner des petits points clés sur de quoi on parle quand on parle de diversité, d'inclusion et de prévention des discriminations. Et donc, j'ai essayé de faire un schéma très rapide pour comprendre de quoi on parle, parce qu'après, on va surtout vous parler de pratique. Euh, on parle d'abord, souvent on entend les mots de discrimination et de prévention des discriminations. Ça a été quelque chose, enfin, c'est un concept qui a plutôt émergé au début des années 2000 avec la transposition de la directive européenne sur le sujet. Et donc, vraiment, les 5 premières années de la vie de notre sujet, on parlait vraiment de discrimination, c'est-à-dire de comment réduire les inégalités de traitement. Et petit à petit, on a introduit la notion, le concept de diversité. Et quand on parlait de diversité, on parlait surtout de population cible. Donc parfois on disait la diversité, parfois on disait les diversités, parce qu'en réalité, il y a 26 critères de discrimination en France, et dans le management de la diversité, dans les politiques diversité qui vont vous être présentées, très souvent, finalement, on va parler de population cible, donc on va mettre en place des actions pour des femmes, des actions pour des personnes en situation de handicap, des actions pour des jeunes, pour des seniors, etc., etc. Mais parfois, dans le management de la diversité, et pendant ces 10 années-là de 2006 à 2016, on a aussi commencé à se dire que il fallait peut-être ne pas que réfléchir, donc ne pas seulement réfléchir en termes de population cible, mais réfléchir, par exemple, en termes d'objectifs. C'est-à-dire que dans les politiques diversité, on mettra des actions qui visent à l'égalité des chances, qui visent à l'équité, qui visent à l'inclusion, qui visent à tel ou tel objectif. Ça dépend de votre secteur et de vos enjeux. Et puis en 2016, on a commencé à voir poindre le bout de son nez le mot inclusion. Et donc, on nous parlait de politique diversité et inclusion. Ça a commencé par simplement des changements dans les intitulés de fonctions. Et donc, bien que, en fait, on continuait à faire de la diversité, on utilisait le mot inclusion. Et on ne l'utilisait pas de la même manière selon qu'on était un institutionnel ou une organisation. Et donc, pour autant, nous, on a travaillé sur le concept d'inclusion en voyant qu'il y avait ce changement de dénomination. Et on a essayé de définir le concept d'inclusion. Il y a un bouquin sur la docuthèque de la FMD qui est dédié, donc je ne vais pas en 1 minute parler des 50 pages, mais l'idée, c'est que on va transformer ces politiques en réfléchissant à des actions qui ne vont pas toucher une population cible, mais qui vont concerner l'ensemble des salariés ou des agents et qui vont les concerner parce que on va plutôt travailler sur la manière sur le sentiment d'appartenance, on va plutôt travailler sur le sentiment de justice, on va travailler sur la coopération, euh, etc., etc., pour finalement que tout le monde se sente respecté et reconnu tel qu'il est. Et puis, depuis 2024, donc depuis à peu près 2 ans, on voit de la même manière des intitulés de postes qui changent, où on va parler de DEI, de diversité, égalité, inclusion, ou de diversité, équité, inclusion. C'est une nouvelle manière de parler du sujet. Il y a des changements de dénomination. Parfois, on parle de DEI aussi pour parler tout simplement de respect, de tolérance. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, avec cette nouvelle modalité, on essaye d'avoir dans un même job et dans les mêmes actions, en fait, l'ensemble de la pyramide, aussi bien la prévention des discriminations que le management de la diversité, que l'inclusion, que l'égalité, que l'équité. À partir de ces concepts, je voulais vous donner 2 éléments parce qu'il me reste qu'1 minute. Euh, la première que je trouvais intéressante, c'est que dans une enquête qu'on a menée à la FMD, 72% des managers pensent que transmettre les valeurs de diversité et d'égalité font partie de leur rôle. Euh, pour différentes raisons, parce que c'est un devoir citoyen, parce que ça favorise la dynamique d'égalité et l'esprit d'équipe, ou parce que tout simplement, c'est la transmission des valeurs de l'entreprise, c'est le rôle du manager. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que néanmoins, les managers n'avaient pas
la même vision de ce que ça voulait dire la diversité. Et c'est pour ça que moi, je vous ai un petit peu fait ce premier point sur les concepts, parce que finalement, selon les mots que vous allez utiliser, en fait, vous n'allez pas faire la même chose. Ou en tout cas, il faudrait quand même être cohérent entre les mots qu'on utilise et les actions qu'on mène. Et donc là, par exemple, ces managers, ils nous disaient, d'ailleurs, d'abord, ils nous disaient que leur équipe était diversifiée, mais après, ils nous disaient que pour eux, la diversité, dans la majorité des cas, c'était plutôt une diversité de profils et de compétences. Et donc, ce n'était pas la définition que moi je vous ai donnée. Donc, les managers ne voient pas la diversité comme la définition que moi je vous ai donnée, en tout cas pas en premier. D'abord, ils voient les profils et les compétences. Et ensuite, quand ils parlent de diversité, et il y a une différence femmes-hommes qui est très intéressante, ils parlent de, donc les managers femmes, les managers hommes, ils parlent de génération et ils parlent de genre. Et évidemment, les hommes mettent les femmes dans la diversité plus que les femmes ne mettent les femmes dans la diversité. Et mon dernier point, c'est parce qu'on m'a dit, ça serait vraiment bien, Maya, que tu donnes un peu les tendances au-delà des outils et des concepts. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, on est en train de préparer un panorama des tendances qui sortira probablement début septembre. Et donc là, en premier, je vous donne, parce qu'il y a 15 fiches, et là, je vous donne quelques informations sur une seule des 15 fiches, mais qui me semblait intéressante au regard de ce que je viens de vous présenter. La première chose très rapide, première chose, la majorité des politiques, des indicateurs, des actions mises en place ne concernent que l'égalité femmes-hommes et le handicap. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment mieux. Si vous voulez vous distinguer, il faut aller plus loin que l'égalité femmes-hommes et le handicap. Le deuxième point, c'est que la gestion de la diversité des origines et la prévention du racisme, ce sont des enjeux très peu abordés par les employeurs. Donc, moi, je vous invite à l'aborder, évidemment. Et puis le troisième point, c'est que donc depuis le début, on voit depuis le début, donc depuis 2020, on voit qu'il y a des enjeux qui restent plutôt oubliés. Mais encore une fois, ça dépend des entreprises. Et d'ailleurs, L'Oréal, juste après moi, est un exemple. Il y a des oubliés, par exemple l'apparence physique au travail, parfois oubliée, la vulnérabilité économique et apparente. Il y a peu d'actions mises en œuvre sur ce sujet-là. Et encore une fois, il y a des exceptions. Juste après, vous allez voir ces exceptions. Et puis après, on voit des émergences. Et donc, je terminerai là-dessus. On voit des petites choses changer. Donc, par exemple, évidemment, s'il y a toujours l'égalité femmes-hommes et le handicap qui sont des tendances lourdes et on ne parle que de ça et la majorité des actions, c'est que ça, on voit quand même que les façons d'aborder ces deux sujets sont différents. On commence à voir des types d'actions mises en œuvre et une manière d'approcher les thématiques différentes. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé de 1 minute et demie. Mais tout ça, ce sera sur le site de la FMD début septembre. Merci. Merci beaucoup, Maya. On a une question dans le chat. S'il est possible pour vous d'y répondre assez succinctement, mais quand même de donner quelques clés. Dans les échecs d'onboarding de candidats issus de la diversité, nous sommes parfois confrontés à des méconnaissances de codes et usages de la vie d'entreprise. Est-ce que la FMD accompagne les entreprises et comment? Alors, donc non, on n'accompagne pas les entreprises sur cette thématique. Par contre, il y a une myriade d'acteurs qui traitent ce sujet-là. Donc, par exemple, vraiment article 1, par exemple. Pareil, en septembre, on va mettre en ligne un annuaire des acteurs de la diversité en France qui sera public et gratuit. Donc, vous pourrez faire votre petite recherche euh, à la rentrée, mais déjà, vous pouvez regarder à minima article 1 qui a travaillé sur cette thématique-là. Merci, merci beaucoup. Pour ces explications, pour les ressources de la FMD, pour accompagner les entreprises dans leur politique diversité, justement, et vous l'avez introduit Maya, pour mettre cela en perspective, Anne-Laure Thomas, qui est donc directrice DEI, dont vous parliez, diversité, équité et inclusion pour le groupe L'Oréal en France. Vous allez nous expliquer comment vous avez bâti une culture et une stratégie de la diversité chez L'Oréal. Merci beaucoup. Ah non, ouais, mon micro est ouvert, c'est OK, hein. Tout à fait. Super, génial. Alors j'espère que ça va être OK parce qu'on est en plein travaux en ce moment dans nos locaux à Clichy. Donc si vous entendez des marteaux-piqueurs, j'en suis vraiment désolée. On va faire du mieux possible. Donc merci, moi je suis vraiment ravie d'être avec vous là ce matin. Et merci Maya parce que tu as super bien introduit le sujet. Du coup, tu m'as ouvert la voie. Nous, chez L'Oréal, c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir une direction diversité, équité et inclusion. Et on s'engage, voilà, c'est un groupe qui est engagé depuis plus de 20 ans, bien avant que j'arrive en fait au sein du groupe. Donc j'ai cette chance d'être dans un groupe bien engagé. Juste en 2 mots pour
pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, moi, je travaille donc sur L'Oréal en France. En France, c'est 17 000 collaborateurs, le groupe L'Oréal. C'est ce qu'on appelle, nous, des campus en Île-de-France. En fait, ce sont des sièges, mais j'ai également 11 usines, 4 centrales de distribution sur lesquelles je travaille et où j'interviens. Alors, j'ai pas de slide, mais posez-moi vos questions parce que franchement, si je parle 7 minutes toute seule, ça va être super long. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en direct, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais juste vous expliquer comment on a essayé de structurer les choses dans le groupe en France et surtout comment on fait en sorte que la direction diversité soit pas une direction dans son coin toute seule, mais qu'on soit tous ensemble et qu'on implique bien nos collaborateurs et nos collaboratrices. Donc, pour nous, on a rassemblé les 26 critères dont parlait Maya tout à l'heure de discrimination selon 4 piliers. Tout ce qui concerne le handicap, tout ce qui concerne le genre, donc l'égalité entre les femmes et les hommes, et également tout ce qui est lutte contre l'homophobie et la transphobie, tout le sujet des origines sociales, géographiques, culturelles, et tout ce qui va concerner les générations avec l'emploi des jeunes, l'emploi des moins jeunes. Et en transverse, par exemple, l'apparence physique qui va concerner tout le monde sur du handicap visible s'il est, sur l'âge, sur la couleur de la peau, etc., etc. Donc, on essaye vraiment d'avoir sur ces 4 piliers les 26 critères. Après, on va travailler vraiment sur tout ce qui va être recrutement, mais recrutement dès le départ, dès la marque employeur, comment on fait en sorte que aucun candidat ne s'auto-censure. S'il a les compétences, pour nous, c'est important de pouvoir avoir accès à tous les talents. Et donc, le travail sur la marque employeur, le travail sur le recrutement et évidemment, tout le suivi sur l'évolution de carrière, c'est crucial chez nous. Donc, il y a vraiment tout cet aspect RH qui est très important. Tout l'aspect formation, qui est extrêmement important aussi, à plein de titres. Déjà parce qu'une entreprise qui ne forme pas ses collaborateurs et ses collaboratrices, ben, on est tous d'accord pour dire que ça va poser des vrais soucis, mais aussi parce que on a chez L'Oréal, on affiche très clairement une tolérance zéro sur le sujet des discriminations, sur le sujet du sexisme. Maya parlait tout à l'heure de stop au sexisme. Tout ça, on affiche clairement une tolérance zéro. Mais la tolérance zéro, c'est bien si on a pu former, sensibiliser, parler à l'ensemble de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Après, il y aura tout le sujet de la communication interne et externe. Et puis, tout le travail qu'on va faire avec nos marques. Par exemple, et je vais vous donner deux, trois exemples sur L'Oréal Paris, qui est la marque la plus connue du groupe. L'Oréal Paris, on a ce qu'on appelle Stand Up, qui est une cause de marque, un engagement de marque, qui travaille sur le harcèlement de rue. 81% des femmes est victime de harcèlement dans la rue. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut engager notre marque avec la Fondation des femmes sur la lutte contre le harcèlement de rue? Et tout simplement, ça passe par une formation que je vous invite toutes et tous à suivre, ce qui s'appelle les 5D, sur comment je réagis si je suis victime, mes sujets très importants qu'on retrouve là sur Stand Up et qu'on retrouve par exemple sur le sexisme et sur tous les sujets de la diversité. Quel est mon rôle en tant que témoin? Et ce rôle de témoin, il est crucial. On se doit d'agir en tant que témoin. C'est souvent même plus facile d'agir quand je suis témoin que quand je suis victime. Donc, tout le sujet des causes des marques, je vous invite à regarder si vous connaissez pas Aimer sans abuser, qui est la cause de marque d'Yves Saint Laurent Beauté, sur les relations amoureuses abusives. Ils ont fait un film, vous tapez Aimer sans abuser Yves Saint Laurent, qui dure 2-3 minutes, qui a été recommencé la semaine dernière au Grand Prix Stratégie, qui est juste sublime pour comprendre dès qu'une relation va être abusive, quand on a des doutes sur les signaux, il y a en plus un chat pour pouvoir appeler et s'informer. Voilà, c'est ça. Ou encore une cause que je trouve super, sur lesquelles on travaille avec notre marque Vichy, les laboratoires Vichy, qui va être sur la santé hormonale et l'impact des hormones tout au long de la vie des femmes, que ce soit de la puberté jusqu'à la ménopause, l'impact, donc en passant bien sûr par la maternité, en passant par tous les sujets qui vont concerner l'endométriose, par exemple. Donc tout ce qui va être santé des femmes et hormones sur la vie des femmes. Voilà, donc on travaille avec nos marques, avec nos RH, avec notre com, avec la formation. Et surtout, surtout, je pense, je suis désolée, j'ai pas regardé l'heure, donc vous n'hésitez pas à me dire, Mao, tu me dis combien de temps il me reste, parce que moi je peux parler 5 minutes comme 30, donc surtout, surtout, tu me dis combien de temps il me reste. Mais ce qu'on fait, et ce qui est essentiel pour nous, c'est que surtout, pas de direction diversité dans son coin. Ça sert strictement à rien. Enfin, ça n'engage que moi ce que je dis, hein. Mais je trouve en tous les cas que si on a une direction diversité dans son coin qui n'impulse pas, qui donne pas du sens, qui n'explique pas où on va, franchement, il va falloir ramer pour avancer, hein. Donc, ce qui est super important, c'est de donner du sens, d'expliquer et de faire porter
par chacun, par chacune, les sujets d'inclusion, les sujets de diversité, évidemment par les RH. Ce sont les premiers concernés, ce sont les premiers par qui on va voilà, faire porter nos sujets. On parlait tout à l'heure de la marque employeur, du sourcing, du recrutement, mais également on va travailler avec ce qu'on appelle nous les équipes campus, donc ce sont nos sièges sociaux ou dans les usines et les centrales avec nos DRH qui vont mettre en musique tout ce qu'on fait. Donc on met en place, on impulse, mais il faut absolument que en chaque point du territoire, si je puis dire, partout, on puisse aller à la rencontre de nos collaborateurs, on puisse aller parler, expliquer notre politique, nos valeurs. Et puis, on a quelque chose que je trouve, moi, particulièrement intéressant. On a 400 acteurs. Qu'est-ce que c'est que les acteurs des diversités? Ben, ce sont des bénévoles, des collaborateurs et des collaboratrices bénévoles qui donnent de leur temps pour travailler sur la diversité. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que on va retrouver des personnes de tout niveau, de marques différentes, des RH, une assistante, un directeur sécurité, un chargé de projet IT, peu importe. La seule chose qui les rassemble, c'est le fait qu'ils croient en la diversité et qu'ils vont pouvoir mettre en place ensemble des actions sur, là on vient de passer 3 jours sur l'emploi des plus de 50 ans, sur l'emploi tout au long de la carrière, des expérimentés des plus de 50 ans. Et donc ça a été des conférences, ça a été 16 conférences, hein, donc en hybride, en présentiel, à distance, mais également des animations locales pour mettre en main le programme qui s'appelle L'Oréal for All Generations dans les mains de toutes et tous parce que c'est tout au long de la carrière qu'on s'occupe de nos collaborateurs et de nos collaboratrices et qu'on va faire en sorte, par le biais de la formation, par le biais des mobilités, d'avoir une très bonne employabilité. Moi, Merci. je veux Anne-Laure, bien j'ai des simplifier. questions dans le chat. Ah, je t'écoute. Sauf si vous, enfin, vous pouviez continuer. On a deux questions peut-être intéressantes, je pense, pour L'Oréal. La première, est-ce qu'une politique DEI doit forcément être écrite? Doit-on la graver dans le marbre? Comment on fait pour se dire que tout le monde va la suivre? Et la seconde question, sur des critères, dans les critères de discrimination qui ne sont pas recensables, comment suivre en fait des indicateurs associés à la religion, à l'origine, à d'autres choses qui ne sont pas, dont on ne peut pas légalement suivre. Ah ouais, c'est beaucoup plus sympa d'avoir des questions. Sur l'écrit, moi, je suis plutôt une communication orale dans ma personnalité, mais il faut toujours de l'écrit. Il faut toujours de la base. C'est impossible autrement. Je vous ai pas dit, mais on s'appuie aussi sur 45 associations terrain. Euh, qui vont être les spécialistes de nos sujets sur lesquels on va travailler et avec qui on va travailler main dans la main. La politique écrite, moi, elle est écrite, j'ai un frame tous les ans que j'ajuste et elle ne doit pas être figée. Elle doit s'adapter au temps, elle doit s'adapter aux tendances, elle doit s'adapter à nos orientations. Clairement, aujourd'hui, je vais pas travailler sur le sujet du handicap, Maria en parlait. Euh, comme j'ai travaillé sur le sujet il y a 6-7 ans à mon arrivée chez L'Oréal. Aujourd'hui, on a un taux d'emploi de 6,8% et je vais travailler autrement. Je travaille vraiment sur la libération de la parole, sur le fait que chaque collaborateur, chaque collaboratrice puisse se sentir libre d'en parler comme il le veut. Donc ça, c'est essentiel d'avoir une politique effectivement écrite, mais j'ai envie de dire fluide, agile, qui va aussi s'adapter à la politique globale de l'entreprise. Il faut jamais la diversité, l'équité, l'inclusion d'un côté. Il faut vraiment s'intégrer et travailler tous ensemble. Et j'ai envie de dire infuser un peu partout tous nos sujets. Voilà, vraiment partout. Ça, c'est pour moi important. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Et la deuxième, euh, il y a plein de façons de faire et je fais partie des personnes qui sont convaincues que si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir où on en est, on ne peut pas progresser. Donc pour moi, la mesure, c'est très très important. Je mesure tout ce que je peux mesurer. Évidemment, il y a des choses que je ne peux pas mesurer, mais j'essaye d'être vraiment sur une amélioration continue, si je puis dire. Donc, par exemple, sur le sujet des origines, mais pas que, sur l'apparence physique aussi, on a fait des testings. Les testings, vous savez, on envoie 2 CV identiques, d'accord, et on change un critère. Celui de la grossophobie, celui de la couleur de peau, celui du nom, etc., etc. Et donc, on voit en moyenne, alors je sous-traite, hein, c'est pas moi, Lortoma qui le fait, je prends un organisme externe, mais en moyenne 400 CV pour voir comment réagissent mes recruteurs et pour m'assurer qu'il n'y a pas de discrimination à l'origine. Et donc, s'il y en a qui veulent postuler chez L'Oréal, je peux vous dire, j'arrête tout de suite le suspense, sur nos 6 campagnes de testing, il n'y a pas eu de discrimination sur nos recrutements. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez les compétences, surtout postulez, je dis parce que des fois, il peut y avoir des phénomènes d'autocensure. Et puis, sur le sujet des origines,
J'aimerais juste dire un petit mot, Maya le sait, j'adore parler de stop au sexisme, mais comme elle l'a fait et elle l'a très bien fait, je vais passer sur un autre sujet. On a créé un collectif un peu sur le même mode qui s'appelle Agir pour lutter contre les discriminations liées à l'origine sociale, culturelle ou géographique. On l'a lancé le 21 mars dernier, nous étions 26 entreprises. Je réfléchis des fois parce que je m'y perds un peu. On a signé, on a écrit une tribune qui a été sortie euh, dans la tribune du dimanche début juin pour affirmer que dans nos entreprises, le racisme n'avait pas sa place. On s'est réunis il y a une semaine tous ensemble parce qu'on va continuer à la rentrée. Et dans ce collectif, ça a été en fait cette journée du 21 mars, ça a été un peu le point d'orgue d'un an de travail. On avait partagé entre entreprises ce qui fonctionnait moins bien, pour pouvoir voilà s'aider et aller plus vite ensemble. Là, l'orientation, c'est de travailler avec vous. Les entreprises s'engagent avec Elisabeth Moreno, avec d'autres acteurs, pour essayer de remettre l'index d'Elisabeth Moreno quand elle était ministre. Elle a lancé un pilote juste à la fin de son mandat, euh, avec 9 entreprises pilotes dont l'Oral faisait partie. Et on aimerait relancer cet index pour qu'on puisse tous mesurer ce qui est mesurable sur le sujet des origines sociales, géographiques et culturelles. Merci beaucoup Anne-Laure. Je vais désormais donner la parole rapidement à Daniela Chana, qui est trésorière et porte-parole expert des sujets IA et éducation pour l'association Diversity Days. Justement, en quelques minutes, Daniela, est-ce que vous pourriez nous parler de ce premier festival dédié à l'égalité des chances? Merci Méo pour la prise de parole. Euh, je vais présenter rapidement déjà c'est quoi Diversides. Donc, il faut savoir que Diversides, en une phrase, en fait, on est l'association d'égalité des chances dans la tech. On est une association de la loi 1901. On a plusieurs missions. Premièrement, faciliter massivement les reconversions professionnelles des talents sous-représentés ou discriminés dans le secteur de la tech. On est également là pour accompagner et accélérer les porteurs de projets à impact originaires des quartiers, des zones rurales, mais également ces porteurs de projets qui sont en situation de handicap et bien d'autres. Et notre but aussi, c'est de pouvoir accélérer les politiques de diversité et d'inclusion des entreprises de la tech. Et donc, si je présente quelques chiffres de diversité, c'est quand même plus de 19 000 demandeurs d'emploi et entrepreneurs accompagnés depuis 2017 sur ces sujets. C'est 500 entrepreneurs qu'on a pu accélérer dans 10 régions de la France. Et aujourd'hui, c'est plus de 200 bénévoles. Et notre but, c'est vraiment de créer des ressources afin de faire évoluer le combat d'égalité de chance et pour cela, on a créé un événement, je peux dire coédité, un événement qui a été coédité avec France Travail, les entreprises s'engagent, elle unique et dont la rencontre s'est tenue au mois de mai. Donc le 17 mai, c'était au Parc Floral et on avait le 15 et 16 en région. Faut voir quand même que c'était plusieurs cofondateurs et mécènes qui sont engagés à nos côtés, comme vous pouvez le voir sur ce diapo. Et concernant en fait les chiffres clés de unique, parce que c'est important de présenter les retombées de ce grand festival, c'est quand même plus de 25 000 personnes qu'on a pu accueillir au Parc Floral ce samedi ensoleillé. On avait 5 000 offres d'emploi de 80 entreprises qui ont pu proposer ou bien présenter leurs offres d'emploi en fait aux différents participants. C'est quand même 130 CEO et C-level présents à notre festival. Particulièrement, déjà, je vais présenter uniquement les chiffres de Paris parce que, en fait, en région, c'était plus de 1 200 événements sur les 2 jours en région. L'objectif, en fait, l'objectif, en fait, ce festival, c'est principalement, en fait, historique qui pulvérise les préjugés.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des actions qui sont menées en faveur de la diversité, de l'inclusion, qui ne sont pas mises en avant. Et dans notre challenge, était vraiment de pouvoir présenter ces success stories. C'était de pouvoir également présenter les entreprises, les associations, les personnalités qui prouvent que la diversité est une force. Et donc, il y avait plusieurs espaces dédiés pour pouvoir en fait mettre en avant ces entreprises, mettre en avant ces associations. C'était quand même plus de 200 associations sourcées et présentes sur à Unique. Et donc, le challenge, c'est vraiment de montrer que l'innovation sociale et de présenter ces innovations sociales et expériences, en fait, qui changent concrètement notre quotidien. Et donc, si vous avez raté, en fait, l'événement d'Unique, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Euh, Parce qu'on a un site internet dédié. Donc, il y a le site internet de Diversidays, mais vous avez également le site internet de Unique. Et vous allez retrouver en fait toutes les différentes scènes qui étaient représentées au parc floral ce jour. Et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter, vous pouvez revenir vers nous et on pourra en fait voir comment ensemble on pourra construire ce monde que nous voulons avoir. Merci. Merci, merci beaucoup, Daniela. Effectivement, chez les entreprises s'engagent, on était très fiers d'être partenaires de ce festival. Les clubs départementaux sont associés aussi à France Travail pour organiser des événements partout en France. Et du coup, merci Daniela pour cette présentation. La première édition, c'était cette année en mai. Vous êtes en train de préparer et on s'associe à vous pour préparer l'édition 2026. On va continuer de parler d'exemples concrets de comment des entreprises, suite à L'Oréal, désormais on va avoir le témoignage de Maggie Bastien pour le groupe Harmonia sur comment on peut structurer une politique diversité, équité, inclusion. Merci beaucoup Mao. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour me présenter, je suis Maggie Bastien, je suis directrice de l'engagement sur la partie RSE, diversité et inclusion. Je suis ravie de partager avec vous notre démarche RSE chez Harmonia, qui est un acteur engagé de l'hospitality, partenaire de confiance pour l'orchestration en effet de l'harmonie en entreprise. Ce que je peux dire, c'est que notre raison d'être aujourd'hui est de créer les standards de l'harmonie au sein des entreprises pour déclencher des émotions positives. Pour donner quelques exemples, nous orchestrons aujourd'hui plus de 40 métiers de service pour développer des solutions sur mesure. En quelques chiffres, chez Harmonia, c'est 12 000 collaborateurs engagés, 4 500 clients fidèles. Nous avons donc notre politique RSE qui s'articule sur trois piliers structurants, People, Profit et Planète. Et nous avons axé cette année des avancées marquantes, donc la santé mentale, la définition de la trajectoire bas carbone et particulièrement un sujet dont on parle aujourd'hui, la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Pour ce faire, donc nous avons des engagements de façon concrète, puisque nous avons depuis plusieurs années signé au Manifeste pour l'inclusion. Nous sommes adhérents également de la Charte de la diversité. Et depuis cette année, nous avons signé la Charte 50+, donc plusieurs engagements au travers de notre entreprise. Et nous travaillons avec différents partenaires avec laquelle nous collaborons, donc qui sont des acteurs engagés pour faire de l'inclusion une réalité. C'est important. Donc, tout à l'heure, Anne-Laure Thomas disait de travailler avec des acteurs engagés. En effet, nous travaillons, je vais vous donner quelques exemples, hein, parce qu'en effet, je ne vais pas tous les citer, mais nous travaillons avec Mazi, qui est une plateforme pour du recrutement de personnes en situation de handicap. Travaillons avec la SPIL, qui permet la réinsertion d'anciens détenus. On a un partenariat avec ARES, qui nous permet en effet de recruter des personnes issues de l'insertion et éloignées de l'emploi. France Travail, Cap Emploi, donc des acteurs bien connus.
également Osmose sur toute la partie achat responsable et nous avons également signé un partenariat avec l'AGFIP pour que toutes nos annonces soient diffusées sur leur plateforme. Et aujourd'hui, donc, une grande fierté aussi de travailler main dans la main avec les entreprises s'engagent, puisque aujourd'hui, donc, nous avons un maillage national, ce qui nous permet de maximiser l'impact local. Les entreprises s'engagent nous permettent aussi de mener des actions concrètes au niveau local. Nous avons également des référents diversité et inclusion sur chaque structure, puisque en effet, Harmonia c'est, comme je le disais, 40 métiers, mais c'est plusieurs marques au sein du groupe et des responsables RSE au plus proche des enjeux métiers. Ce que je peux dire, c'est que notre mission, elle est à la fois RH et RSE, puisque l'objectif, c'est d'accompagner nos parties prenantes. Chez Harmonia, nous avons à cœur de ne pas faire de l'inclusion une vitrine. En revanche, qu'elle soit vraiment intégrée tout au long de nos process. Que ce soit au niveau de l'expérience que l'on met à disposition de nos cibles, donc les candidats, les collaborateurs, pour proposer des parcours inclusifs, générateurs de fierté, et pour nos clients afin de continuer à être un partenaire incontournable dans la transformation des entreprises. Ce qu'on a mis en place à travers nos missions, donc nous avons mis plusieurs dispositifs en place dans le maintien à l'emploi. Je vais donner quelques exemples, des aménagements de postes, des journées d'absence autorisées rémunérées. Notre population est essentiellement féminine, puisque donc on fait essentiellement aussi de l'accueil en entreprise, donc une population assez féminine. Et depuis le début d'année, nous avons mis en place un dispositif pour les femmes atteintes de l'endométriose, pardon, 12 jours d'absence autorisée rémunérée. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de dispositifs que l'on met en place pour accompagner nos collaborateurs. Également pour l'accompagnement, et ce qui est important en effet, c'est de l'accompagnement individualisé en lien avec les managers. On en parlait tout à l'heure, Anne-Laure Thomas en parlait tout à l'heure. Et puis également, donc là je vais vous citer un exemple concret, puisque nous avons eu un projet inclusif avec L'Oréal justement euh, où on a pu déployer un projet avec donc avec Charleston, qui est une marque d'Harmonia qui porte les prestations d'accueil. Pour mettre en place ce projet, alors l'objectif de ce projet, c'était de recruter des personnes ayant une déficience intellectuelle. Et donc, pour mettre en place ce projet, il y a eu plusieurs phases, donc des réunions de préparation avec toutes les parties prenantes, des formations qui ont été effectuées auprès de nos collaborateurs chez Charleston, que ce soit de structures, mais également des collaborateurs qui étaient déjà présents sur le site L'Oréal. Il y a eu des immersions qui ont été faites chez L'Oréal et avec l'ESAT Avenir APEI qui a été retenu pour ce projet. Ensuite, ce qui nous a permis de déterminer ensemble les missions qui étaient confiées, qui étaient confiées sur le poste d'accueil et de commencer ensuite les phases de recrutement. On a eu 3 candidats qui ont été retenus et qui ont démarré chez L'Oréal. Donc, on est ravis de ce projet et de cet aboutissement. Et ce que je peux dire également, c'est qu'il y a eu un vrai process d'accompagnement tout au long du parcours depuis le démarrage jusqu'à aujourd'hui, hein, et ça continue, avec à la fois un accompagnement de l'ESAT Avenir APEI, de L'Oréal et de notre mission Andy Solidaire qui a été très présent aussi lors du démarrage et dans la continuité de ce projet. Ce qui a permis aussi d'ajuster les missions des collaborateurs tout au long des semaines, puisqu'on a ajouté des missions complémentaires sur le poste d'accueil. Ce que je peux dire à travers ce projet, c'est qu'à la fois, c'est une réussite, puisqu'on va aussi démarrer un deuxième site avec L'Oréal. Donc, je suis ravie de ce beau projet qui va démarrer. Mais également, je pense que ça peut être un bel exemple pour pouvoir le déployer ensuite avec d'autres clients.
Et pour conclure, je voudrais dire que Harmonia apporte une RSE d'action et de conviction. En effet, Anne-Laure Thomas en parlait tout à l'heure. Je pense que ce qui est important, c'est que toutes les parties prenantes, en effet, soient intégrées dans ce genre de projet. Aujourd'hui, donc, nos collaborateurs, nos candidats, nos clients, nos partenaires, il faut que tout le monde soit engagé sur le sujet pour qu'il y ait une vraie réussite. Voilà, je tiens à vous remercier tous. Merci beaucoup Maggie. Vous incarnez très bien votre conclusion. On a plaisir à accueillir Harmonia chez les entreprises s'engagent et vous avez permis de présenter un vaste éventail d'actions concrètes pour les entreprises participantes aujourd'hui. Un éventail qu'on va continuer à ouvrir avec notre prochaine intervenante, Sarah Gendreau, responsable grande cause pour Make.org, une plateforme qui permet aux citoyens de proposer, voter, débattre des idées. Vous allez nous parler plus précisément de la consultation sur la diversité et l'inclusion dans le monde du travail. Merci beaucoup, Sarah. Merci Mao pour cette introduction. Euh, alors non, il y a des petites slides qui viennent avec, bon, qui vont être affichées, je suppose. Ça arrive Euh, juste après votre nom. Voilà. Très bien, super, merci beaucoup. Je vais vous parler effectivement de la consultation qu'on a menée en décembre dernier. Donc, peut-être très rapidement, make.org, qu'est-ce que c'est, qui on est? Donc, nous, on est une civic tech, on est la première plateforme européenne d'engagement citoyen et on offre des solutions participatives à grande échelle. Donc, notre métier, c'est vraiment de faire collaborer des dizaines de milliers de citoyens avec des parties prenantes et de co-construire des projets sur lesquels tout le monde est aligné. Donc, on a trois grands piliers. On a un pilier de renforcement du fonctionnement démocratique avec l'idée de mieux protéger notre démocratie. On a un pilier de transformation des organisations et des entreprises. On monte des grandes consultations citoyennes pour permettre aux salariés et parties prenantes de s'engager sur des sujets stratégiques, accompagner ces entreprises dans leur transformation. Et le troisième volet dont on va parler aujourd'hui, ce sont les grandes causes. Donc, pour créer des actions civiles en faisant collaborer des centaines de milliers de citoyens avec des agences, des ministères, des entreprises et des associations. Et c'est cette méthode-là qu'on appelle les grandes causes qui engage toute la société civile et qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment sur la première phase, puisque nos grandes causes sont des programmes de 3 ans avec 3 temps forts, la consultation citoyenne, la concertation et la mise en œuvre des actions. On a eu notre consultation citoyenne sur la plateforme make.org. Vous pouvez aller voir sur diversitéinclusion.make.org entre le 9 décembre 2024 et le 28 février 2025. Donc, on a posé la question suivante: comment favoriser la diversité et l'inclusion dans le monde du travail? Donc, je vais vous partager les résultats juste après. Euh, Là, on est en pleine phase de concertation, c'est-à-dire qu'on a pris les grands consensus de nos citoyens. On a fait des ateliers, on a fait un appel à projet, on a rencontré des experts ça va nous permettre de co-construire un plan d'action porté par la société civile, porté par des associations partenaires. Et on va avoir ensuite 2 ans pour mettre en œuvre les actions entre décembre 2025, donc un an après le lancement de la grande cause, et décembre 2027 pour avoir un impact déterminant et national à la fin de ces 3 ans. Donc, autour de la table, et c'est la force des grandes causes, on a beaucoup de monde sur cette grande cause. Déjà, on est accompagné par France Travail, qui est notre parrain sur cette grande cause. On a des entreprises partenaires, donc L'Oréal, qui était là tout à l'heure, Orange, Malakoff, Humanis et Média Transport. On a aussi des partenaires réseau, donc l'AFMD, j'en profite pour saluer Maya, le Mouvement Impact France et Nouméum, qui ont fait donc résonner, rayonner cette grande consultation à leur réseau, à leurs parties prenantes. On est accompagné de partenaires médias, La Tribune, Notre Temps, Tétu Connect ou Inclusive Days, et puis plus de 70 partenaires experts avec donc les entreprises s'engagent à nos côtés, qui nous ont rejoints et du coup qui ont permis aussi le relais de cette consultation. Si on regarde un petit peu les chiffres de cette consultation, donc qui a duré un petit peu plus de 2 mois, on a eu 130 000 participants, 130 061 plus exactement, 2 278 propositions déposées et 305 890 000 votes. Donc on est, nous, contents de ces résultats. À partir de 2000 propositions, on sait qu'on peut dessiner
une belle cartographie de ce qui intéresse les Français, de leur point de vue. Et on a eu donc un nombre de votes significatif qui a permis de départager donc les propositions. Et nous, sur toute notre consultation, évidemment, on fait attention à la représentativité, que ce soit en termes de genre, de région, sur le territoire français, métropole outre-mer, et d'âge, pour avoir vraiment un beau panorama au niveau national de la vie des Français sur ce sujet. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ces propositions et ce qui va être intéressant, euh, c'est qu'on a eu donc 2278 propositions, je le disais, avec 2050 propositions validées. Certaines donc, des propositions qui sont déposées sur les consultations ne sont pas toutes validées. Et là, ce qui est particulièrement marquant dans cette grande cause, c'est qu'on a eu énormément de propositions controversées. Alors, on n'est pas étonné puisque c'est évidemment un sujet qui, on le disait, fait polémique. Nous, on a eu la chance de le lancer avant, euh, on va dire, la résonance médiatique de Trump et sur ce sujet-là, qui a plutôt commencé un petit peu plus tardivement. Peut-être que les résultats auraient été un petit peu différents si on l'avait lancé, par exemple, en mars, puisqu'il faut se dire que nos consultations, c'est vraiment une photo à l'instant T de ce que pensent les Français. Donc, entre début décembre et février. Ça dessine vraiment les priorités à ce moment-là. Et on voit donc que c'est un sujet polémique. C'est une consulte donc très controversée et que du coup, il y a encore besoin de beaucoup de pédagogie, d'accompagnement pour faire changer les choses. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a vu avant, par les précédentes interventions, qu'il y a plein de choses à mettre en place pour évangéliser le sujet. Et nous, on va essayer chez Make.org d'y contribuer en mettant le sujet sur le débat public et puis en ayant des actions qui vont être déterminantes. Si on s'intéresse du coup à la zone de consensus, puisque c'est celle-là qui va nous intéresser, donc on a 780 propositions consensuelles, ça veut dire qu'il y avait plus de 60% de votes pour. Et donc on a 5 axes qui se sont dessinés, qui sont donc les suivants. On a donc le recrutement et l'accès à l'emploi, la sensibilisation et la formation à l'inclusion, l'accompagnement et l'adaptation des conditions de travail, la gouvernance et les politiques internes, et le cadre légal et les actions contre la discrimination. C'est-à-dire que parmi toutes les propositions, voilà, quand on les a taguées et réparties par grandes thématiques, ce sont ces 5 grandes thématiques qui sont ressorties et sur lesquelles on doit pouvoir agir. Donc là, on est en pleine construction du plan d'action. Donc, on a rencontré beaucoup d'associations, on a reçu beaucoup de projets de l'appel à projets, on rencontre encore des partenaires. Et donc, on a fait une première shortlist d'actions. Je ne vais pas pouvoir vous dévoiler pour le moment parce que on les dévoilera uniquement en décembre quand on aura les finalistes. Mais très rapidement, pour vous donner un petit spoiler de ce qui va sûrement être retenu. Donc, on a sur l'axe recrutement et accès à l'emploi des actions sur les seniors et l'insertion professionnelle, les jeunes et l'insertion professionnelle, l'accompagnement des personnes malades dans le retour à l'emploi, la lutte contre la précarité et l'isolement social, un outil de mesure des méthodes de recrutement des entreprises, sur la sensibilisation et formation à l'inclusion. Là, on a une première shortlist d'actions qui parle donc de formation en ligne à destination des managers et des recruteurs, d'intervention en classe visant à promouvoir le vivre ensemble, un jeu pour déconstruire les stéréotypes de genre et un e-learning pour les entreprises sur le recrutement des réfugiés. Sur le 4e axe, accompagnement et adaptation des conditions de travail. Donc, on a une action sur faciliter le parcours à l'emploi des personnes sourdes et malentendantes et sur l'axe gouvernance et politique interne, un sujet tech et inclusion. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une des thématiques qu'on n'a pas gardée qui est le cadre légal et action contre la discrimination. Parce que comme nous, on fait que de l'action civile, tout ce qui est légal, on évite puisque c'est plutôt des actions qui vont être étatiques et moins faciles à porter par des associations. Donc voilà un panorama un petit peu des 20, enfin 15-20 actions qu'on a sélectionnées. Il n'y en aura que 6 qui seront retenues. Donc là, c'est vraiment celles qu'on va présenter à nos partenaires. Donc entre juillet et septembre vont être présentées donc, les actions pour avoir leur retour et voir ce qui est le plus pertinent à conserver pour avoir 6 actions qu'on va vraiment accompagner, qui vont être impactantes sur la durée. Donc, si vous voulez être tenu au courant du plan d'action qui sera présenté en décembre, vous
pouvez scanner ce petit QR code pour être dans notre liste de newsletters. Et les newsletters ne sont pas trop intrusifs, je vous le promets, mais ça vous permet un petit peu de rester au courant de ce qui va être fait chez Make.org. Merci beaucoup, Sarah, pour ces exemples bien concrets. On a hâte de la publication du rapport final pour en faire découler des actions. Et afin de continuer à ouvrir le sujet pour nos participants, je vais donner la parole sans plus attendre à tour du coup Simon Courrier, qui est responsable partenariat pour l'association Tapage, puis à Laurent Greff, qui est gérant de l'entreprise Itinéraire Bis, qui est partenaire de Tapage. Simon, je vous donne la parole et merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le GIP Les Entreprises s'engagent, et en particulier Sigrid, Florian et Mao pour l'organisation de ce workshop et notre participation, mais aussi Laurent Greff, donc, comme vous l'avez annoncé, chef d'entreprise, partenaire et ambassadeur de la première heure de Tapage et Tapage dans les Hauts-de-France en particulier. Donc, je suis Simon Courrier, je suis responsable développement commercial et partenariat au sein de Tapage France. Tapage France, qui est donc une association loi 1901, tête de réseau, qui existe, dont le dispositif existe depuis 2008 en France, et qui a été importé, pardon, depuis le Québec, où ça existe depuis 98, et soutenu par l'État depuis donc 2018. Alors, soutenu par l'État, ça signifie en filigrane par différents ministères, notamment le ministère de la Santé, le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur. Et donc, par ces différents ministères, on sent un peu toute l'originalité du dispositif. Donc, Tapage ou vos prestations engagées donc, pour notre jeunesse en précarité. Donc, je vous propose de commencer par le témoignage d'un tapageur, comme on les appelle, c'est-à-dire les bénéficiaires du dispositif Tapage. Donc, Tapage, donc ça nous met dans le droit chemin. Donc, se lever le matin et avoir une vie un peu normale. Donc, ici, un tapageur de Dijon. Alors, qu'est-ce que Tapage? Donc, Tapage, donc, dont l'acronyme signifie travail alternatif payé à la journée, donc permet à des jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité donc de réaliser des missions rémunérées euh, à la journée et qui ne nécessitent pas de qualification ou de compétences particulières et qui sont systématiquement encadrées par un travailleur social. Alors lorsqu'on parle de grande précarité, on entend l'errance, on entend sont des jeunes qui n'ont pas de source de revenus légales, qui sont très éloignés de l'emploi et de la formation, en rupture institutionnelle et qui ont aussi une problématique de consommation de produits psychoactifs. Alors, comme je le disais, ici, en fait, Tapage est une alternative à l'économie de la débrouille pour ces jeunes, donc en les mettant en action par le travail. Donc pourquoi Tapage c'est puissant? Parce qu'en fait, chaque mission que ces jeunes vont réaliser va les rapprocher de l'autonomie, notamment en actionnant des leviers puissants de valorisation de soi, de reprise de confiance, mais aussi de reconnaissance du travail effectué par les donneurs d'ordre, par l'éducateur spécialisé qui l'encadre, mais aussi par les bénéficiaires qui peuvent être des collaborateurs d'une entreprise ou des locataires pour le compte d'un bailleur social, etc. Tapage, donc, pourquoi c'est puissant? Parce que en fait, vos besoins en service, que vous allez donc externaliser, seront couverts et vous allez donc devenir acteur d'une économie inclusive. Et ensemble, on va transformer donc l'assistanat en opportunité. Car on est tous d'accord ici pour dire que nul n'est inemployable, parce qu'on parle quand même ici des jeunes les plus précaires qu'on peut connaître. Et cette opportunité va aussi permettre à ces jeunes de changer leur représentation du monde du travail et du monde des adultes de manière plus large. Donc, Tapage, en fait, elle va leur permettre, donc, comme je le disais, de reprendre confiance à travers une activité donc valorisante et retrouver une place
dans la société, un statut de salarié et une action très concrète pour le vivre ensemble. Tapage donc va permettre à ces jeunes de bénéficier d'un accompagnement global et ça c'est une grande force du dispositif. C'est de plus fonctionner en silo comme ça a pu l'être par le passé sur d'autres dispositifs. Donc à la fois on va travailler avec ces jeunes-là sur le volet logement, sur le volet soins, mais aussi sur le volet emploi et formation ou administratif ou encore judiciaire. Et on va permettre donc à ces jeunes de sortir de l'errance et de réintégrer donc la société. Alors comment vous allez pouvoir vous engager aux côtés de Tapage? Bah, en confiant, comme je le souligne, vos prestations que vous allez donc externaliser et qui seront encadrées à 100% par un éducateur spécialisé en l'occurrence. Et les prestations que vous allez externaliser, on va le voir juste après, de quelle nature de prestations il peut s'agir. Et aussi, surtout, en payant la prestation à Tapage, en fait, nous, derrière, on va payer ces jeunes en liquide immédiatement après la réalisation de leurs prestations pour leur permettre de subvenir à leurs besoins immédiats et aussi pour qu'ils puissent avoir cette gratification immédiate par rapport au travail qu'ils ont pu réaliser. Alors, quelques chiffres en fait qui démontrent toute la pertinence et l'efficacité du dispositif et le pourquoi du fait que l'État en fait soutienne Tapage depuis 2019. Donc, plus de 7600 jeunes ont été accompagnés depuis 2016 hein, par le dispositif Tapage un peu partout en France. Aujourd'hui, 45% d'entre eux, et c'est un taux assez remarquable, ont connu une sortie positive. Une sortie positive, donc c'est une sortie emploi. 53%, 59 pardon, ont retrouvé donc un logement stable. 52 ont été accompagnés pour leur situation judiciaire, hein, donc 43% de situations résolues. Et aussi, surtout, 72% des jeunes qui sont passés par Tapage ont mis en place une prise en charge en addictologie, mais aussi pour près de 30% d'entre eux, une prise en charge médicale ou encore psy. Donc ça démontre bien ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance de l'accompagnement global opéré par les professionnels qui encadrent Tapage. Alors, quel type de prestations vous allez pouvoir confier à nos tapageurs? Alors, on est sur des prestations à bas seuil d'exigence qui ne nécessitent pas de qualification de compétences particulières. Donc, ça peut être des prestations de nettoyage et d'entretien, de la petite manutention logistique, de l'entretien d'espaces verts, des travaux urbains simples, mais aussi une aide ponctuelle sur de l'événementiel. Hein, il faut retenir, comme je le disais, des prestations qui sont comment dire, accessibles à tous immédiatement et qui puissent tout de suite intégrer ces jeunes dans un cycle de valorisation immédiat. Donc, ne vous empêchez pas de nous faire des propositions et on avisera si elles seront réalisables dans ce cas-là. Alors, pourquoi c'est utile pour l'entreprise? En fait, donc, ces prestations donc, répondent à des besoins donc, ponctuels ou récurrents, hein, ça il faut le rappeler, flexibles et à faible qualification, donc tout en générant un impact social fort et mesurable pour votre politique RSE. C'est un vrai engagement pour les entreprises dans le cadre de leur responsabilité territoriale, parce que partie prenante de la vie de la cité et avoir une vraie action très concrète pour ces jeunes en grande précarité. Tapage, en fait, vous permet aussi de répondre aux clauses sociales d'insertion dans le cadre de certains marchés publics. Mais aussi, Tapage est une solution donc innovante et différenciante aux appels d'offres. Les prestations durent 4 heures et, comme je le disais, sont 100% externalisées. Ici, on retrouve quelques exemples, on retrouve en fait la liste de nos partenaires, hein, que ce soit des collectivités territoriales, des entreprises, hein, petites ou grandes, des bailleurs sociaux, mais aussi des initiatives locales ou services publics. Le réseau Tapage, donc en fait, on est présent sur l'ensemble des régions. Hein, on a 77 programmes aujourd'hui. Nous sommes également présents en Outre-mer. C'est aussi la force du maillage et du réseau qui permet de dupliquer et de rendre accessible le dispositif pour tout à chacun.
Donc, en bref, tapage, c'est oser, donc un engagement social, sociétal différenciant, donc centré sur votre territoire. C'est participer à une politique de santé publique. C'est soutenir la lutte contre la grande précarité et la grande pauvreté auprès des jeunes les plus précaires. Et c'est surtout donc donner le coup de pouce qui peut faire la différence et qui permet donc d'ouvrir le champ des possibles à une jeunesse invisible. Voilà. Merci pour votre écoute. J'ai dépassé de quelques secondes mon temps imparti. Excuse-moi, Mao. Merci Simon. Et pour illustrer cela, on va donner la parole directement à Laurent Greff, gérant de Itinéraire Bis. Merci beaucoup Laurent. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bah écoutez, moi, effectivement, je travaille avec Tapage depuis plusieurs années, avec Simon qui m'a présenté le projet. Alors, je vais être très transparent avec vous parce que l'idée, c'est pas de faire la langue de bois. Nous, on est une petite entreprise de transport routier de voyageurs spécialisée dans le domaine du handicap, une petite structure avec 40 collaborateurs. Donc, on n'a pas l'organisation de L'Oréal ni d'Harmonia, etc. On est de petite taille, mais bon, plein de bonne volonté, je pense. Donc, quand Simon m'a présenté le projet, je vous avoue que j'ai été un peu surpris parce que quand on vous dit qu'on va vous proposer de travailler avec des personnes qui sont en addiction, et qui vivent à la rue et qui peuvent avoir des problèmes de comportement, etc. Enfin, c'est pas très vendeur, quoi. Hein. C'est pas la chose qui vous fait rêver et que vous attendiez depuis longtemps. Donc, je vais être très franc avec vous. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne vois pas ce qu'on va pouvoir en faire. Et puis, euh, et puis, ça a été la même chose au niveau de mes équipes. Quand j'en ai parlé à mon assistante, elle me dit, non, non, mais moi, je veux pas des gens qui viennent dans nos bureaux comme ça, et je veux pas être seul. Et puis, enfin, voilà, toutes les craintes qui remontent, tous les a priori qui remontent sur un public qui fait peur, qui inquiète, qu'on imagine être violent, mal élevé, enfin, etc. Donc, tout est ressorti, les salariés, pareil, quand je leur ai dit on va mettre en place quelque chose, il y a eu, tout le monde a freiné les cas de fer. Et puis en fait, j'ai dit, ben non, on y va, quoi. Je savais pas trop où on allait, mais j'ai dit, on y va. Donc, alors après, ce que je souligne, c'est l'intelligence de tapage, parce qu'ils sont arrivés en me disant, bon, on propose des chantiers avec 8 tapageurs ou 6 tapageurs, on vient chez vous, etc. Et puis je leur ai dit, bah non, ce format-là, ça va pas aller pour nous, on va pas venir chez nous parce qu'il y a des craintes, on va pas venir avec 8 personnes d'emblée ou 6 personnes parce que ça fait trop. On va réfléchir à une autre solution et on va faire quelque chose qui correspond à nous. Voilà. Et là, je souligne de l'intelligence de Tapage et des équipes qui ont répondu favorablement. Donc, on a tout de suite bifurqué vers un projet qui était de dire, on va proposer à ces personnes qui sont suivies par Tapage d'accompagner nos conducteurs pour le nettoyage de leur véhicule. Donc voilà, sur un chantier en extérieur, et de dire, on va mettre un tapageur avec un salarié. Voilà. Comme ça, on limite le nombre, il n'y a pas un phénomène d'être envahi par un public qu'on ne connaît pas, et en même temps, il y a une grande proximité parce que le tapageur est avec un salarié, le salarié est avec un tapageur, donc il y a une vraie rencontre. C'est pas je vous laisse errer dans nos locaux, vous faites du nettoyage, et puis à la fin, on se dit au revoir et on n'en parle plus. Là, c'est vraiment un lien qui est forcément fort parce que il y en a un qui nettoie le siège avant droit et l'autre qui nettoie le siège avant gauche. Il y en a un qui passe l'aspirateur dans le coffre pendant que l'autre nettoie les vitres. Donc, il y a une vraie proximité. Et donc, c'est ce qu'on a voulu. Alors, j'ai eu, je vous dis, hein, beaucoup de réticence au départ. Des conducteurs qui m'ont dit non, non, moi, je viens pas au chantier, ça m'intéresse pas. Ou alors qui trouvaient une excuse à la dernière minute, ils pouvaient pas, ils venaient pas. Et puis, bah, ceux-ci, au bout de l'expérience, après avoir franchi le cap et après que je les ai légèrement poussés à y aller, euh, ils sont allés et ont eu un avis très positif en disant bah, finalement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident, je ne me suis pas senti agressé, on m'a pas mal parlé. Et puis au final, le boulot a été bien fait et j'ai passé un bon moment et c'est des gens sympas. Voilà. Donc tous les a priori qu'il y avait au départ et qui faisaient que le projet ne semblait pas être possible a été rendu possible et même donc moi bon l'équipe de tapage est très transparente, hein, donc on m'avait dit il est possible qu'il y ait des chantiers annulés parce que les gens au dernier moment vont pas être là, vont pas se présenter au rendez-vous. Il est possible qu'il y en ait qui soient moins motivés que d'autres, etc.
Et je pense que par rapport au tableau qu'on avait dépeint au départ, j'ai été favorablement surpris. C'est qu'on n'a pas eu beaucoup de chantiers annulés, qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens de mauvaise volonté, qu'au contraire, les personnes qui sont venues se sont impliquées et ont fait un boulot en 4 heures, comme si c'était un boulot de tous les jours et qu'ils étaient là pour rendre service à l'entreprise. Donc on est satisfait, franchement. Et puis, je trouve qu'au-delà de dire que on fait un geste RSE et qu'on fait quelque chose de bien pour la société, je trouve que ça a un vrai intérêt pour l'entreprise parce que euh, mes salariés, dans le contexte qu'on a mis en place, les salariés sont challengés parce que ils sont avec quelqu'un d'autre qui fait le même boulot qu'eux sur un temps donné, donc nettoyer, entretenir leur véhicule qu'ils utilisent au quotidien. Et voilà, ils sont un peu en compétition avec d'autres personnes, quoi, et des personnes qui ne l'ont jamais fait avant et qui n'ont pas forcément d'expérience ni de formation. Et donc, je trouve que c'est un challenge pour mes salariés parce qu'ils ne peuvent pas faire moins bien qu'eux. Ils sont obligés de faire au moins aussi bien. Donc, voilà, c'est une pression positive pour mes salariés. Et puis, nous, je vous l'ai dit, on est dans le domaine du handicap, donc nous, on côtoie tout un tas de personnes de tout univers, la maladie mentale, l'autisme, le trouble du comportement, enfin, etc. Et là, cette confrontation a permis de dire à nos salariés, bah, vous ouvrez encore votre ouverture d'esprit parce que des personnes en addiction, vous n'en aviez pas côtoyé aujourd'hui ou très peu, et là, vous en côtoyez. Et ça vous permet d'ouvrir votre esprit et de vous dire que, voilà, on n'est pas fermé à rien et on peut accueillir tout public et on peut les accompagner ou travailler avec eux à l'occasion. Et voilà, je trouvais que c'est une expérience pour moi très enrichissante et on l'a pas fait, on l'a pas fait pour faire plaisir à Tapage, on l'a fait vraiment pour, pour nous découvrir des choses et on en a découvert beaucoup. Voilà. Et j'ai compris après aussi le principe de tapage, parce qu'au début, je me suis dit, à quoi ça sert de faire venir des personnes en addiction qui vivent à la rue, à qui je vais donner de l'argent parce qu'ils ont travaillé 4 heures, qui vont sortir de là, qui vont aller se racheter de la drogue. Bon, je comprenais pas trop. Et puis, à force de travailler avec les équipes de tapage, j'ai très bien compris, c'est que l'idée, c'était pas la finalité de leur donner de l'argent et qu'ils aillent s'acheter de la drogue. L'idée, c'était de dire, on recrée du lien avec des gens qui sont très éloignés de tout. Excusez-moi. Euh, et on refait une connexion avec eux et le monde réel, et on les remet en lien avec des personnes qui vont s'occuper de leur santé, on les remet en lien avec des personnes qui vont les valoriser et qui vont leur donner des pistes de réflexion sur leur emploi, sur leur santé, sur leur consommation, sur leurs relations sociales, etc. Et en fait, on rend service à la société parce que ces personnes qui, a priori, étaient isolées, dangereuses, qui pouvaient avoir des comportements nuisibles, je dirais, se remettent progressivement à adopter un comportement normal et un fonctionnement normal. Et, euh, et c'est bon pour tous, quoi. C'est bon pour tous, voilà. Donc, Merci. Merci beaucoup, Laurent. Je vous remercie parce que Laurent, Simon, ça fait une belle ouverture pour que bah, les entreprises qui nous suivent aillent chercher sur leur territoire des entreprises, pardon, des associations comme Tapage qui leur permettent de jouer le rôle dont vous avez parlé, Laurent, leur rôle sociétal, de permettre à leurs salariés de se confronter à la différence. Vous l'avez parlé aussi de développer une forme d'humilité et d'entraide aussi face à la différence. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce workshop. Merci à tous les participants de nous avoir suivis. Répandez bien le message autour de vous, que la communauté des entreprises s'engage et est toujours là pour vous accompagner, vous proposer des actions clés en main, des associations dans votre département, à votre niveau et aussi au niveau de notre plateforme digitale. Merci à l'ensemble des intervenants, des intervenantes qui, j'espère, vous ont donné envie de vous engager, d'être force de proposition dans votre entreprise pour faire ce pas de plus dont on a tous parlé, qui permet de créer une culture d'entreprise qui lutte naturellement contre les discriminations du quotidien. Euh, on vous donne rendez-vous en septembre, après la pause estivale à la rentrée, pour parler de l'emploi des jeunes lycéens professionnels qui eux aussi feront leur rentrée après souvent des semaines de stage en entreprise durant l'été. On parlera de comment on les connecte mieux au monde de l'entreprise, avec enfin, comment on vient présenter auprès de ces jeunes ces métiers, leur ouvrir des débouchés.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée et un très bel été. Merci.